Eh ben, quel gâchis. Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans ce retour / critique / analyse de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Je voulais pas m'asseoir pour faire le retour de cet épisode. J'avais l'occasion de le tourner bien avant, parce que là on est déjà dimanche, donc encore une fois, je vais sortir la vidéo quelques heures avant la diffusion de l'épisode suivant, super. Mais j'avais pas envie, d'une force. Cet épisode m'a démoralisé. La saison 8 commençait si bien. Je veux dire, bon, on va pas comparer les épisodes 1 et 2 de la saison 8 à leurs équivalents des saisons 1, 2, 3, 4, parce que ce serait malhonnête, on ne peut pas. Voilà. Comparé aux épisodes 1 et 2 des saisons 1, 2, 3, 4, les épisodes 1 et 2 de la saison 8 étaient des merdes. Mais, comparé aux saisons plus récentes, on était quand même sur un rythme qui était mieux maîtrisé, des enjeux qui étaient plus clairs, des personnages qui étaient plus réalistes et plus proches de ce qui c'était dans les bouquins et dans les premières saisons. Donc c'était rassurant. On avait l'impression que cette pause de 2 ans, enfin cette pause de 1 an, avait été bénéfique au showrunner, qu'on était reparti sur des bases correctes. Et là, l'épisode 3, qui pourtant est un épisode de bataille. Et c'est ça qui est bizarre, parce que depuis que la série a dépassé les livres, la qualité de l'écriture diminue progressivement au fil du temps. Mais, par contre, la qualité des combats reste la même, et même s'améliore, parce que plus ça va, et plus ils ont du budget. C'était un peu les problèmes avec les batailles dans les premières saisons, comme la bataille de la Nera par exemple, c'est qu'il y avait un petit manque de budget. Sinon, en termes de technique, je veux dire en termes de décors, de costumes, de cascadeurs, de tout ça, ils ont fait appel aux meilleurs, donc la pyrotechnie, les effets spéciaux, tout ça, enfin bref, ils ont fait appel à ce qui se faisait de mieux, mais ils pouvaient pas montrer trop parce que le budget. Donc c'était réservé aux épisodes 9. Voilà, on a eu comme ça la bataille de la Nera, la bataille... l'assaut des sauvageons sur le mur, là, à la fin de la saison 4. C'était beau. Ça manquait un peu de pognon, mais c'était beau. Et après, ils ont eu le pognon. Et donc... les saisons avec de la baston remontaient le niveau global de la série. Je pense à ce qui s'est passé à Durlieu, là, l'épisode 5 de la saison 5. Ça, cet épisode, il est formidable. Je crois qu'il n'y a rien à jeter dans cet épisode. Tout est parfait. L'épisode de la porte avec Hodor. L'épisode 4 de la saison précédente avec Daenerys qui attaque le convoi des Lannister. C'était incroyable. Et donc, franchement, s'il y avait bien un épisode pour lequel j'avais pas de crainte quant à la qualité, c'était bien l'épisode de baston contre l'armée des morts qu'il allait forcément y avoir dans la saison 8. Eh ben les enfants, si je suis pas extraordinairement déçu, je sais pas ce que je suis. On va commencer avec le gros défaut, cette bataille est illisible. Elle est illisible, elle est impossible à suivre pour le spectateur. Contrairement à d'autres batailles, j'ai oublié de citer là, juste à l'instant la bataille des bâtards et l'expédition au nord du mur qu'il y avait eu aussi à la saison précédente, qui étaient des épisodes qui étaient cons en termes d'écriture, ça volait pas très haut. Mais quand il s'agissait de filmer l'action, on était quand même sur de la qualité monstrueusement supérieure. D'ailleurs, ces 2 épisodes en termes de qualité d'action,
si on le juge purement sur l'action, ils sont supérieurs à la longue nuit, hein, sans aucun doute. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, c'est illisible. Déjà, bon, ils ont fait ça de nuit, mais il me semble que la bataille de la Nera était aussi de nuit, et la bataille de la Nera était lisible. Là, c'est noir. Vraiment noir, mais bon, j'ai même pas besoin de le dire, vous l'avez forcément remarqué. Vous avez dû pousser la luminosité de votre téléviseur au maximum pour pouvoir profiter de quoi que ce soit, ou de votre PC si vous l'avez regardé dans des conditions non légales. Je fais pareil, hein, donc c'est pas grave. En plus de ça, ils ont rajouté du brouillard de glace, un joli brouillard givrant magnifique, excellente idée, bravo. Ça nique encore plus la visibilité de la chose. Et alors, et encore, si ce n'était que ça. Si ce n'était que ça, ils auraient pu jouer sur la dualité entre la lumière et les ténèbres en mettant des boules de feu en fond, je ne sais pas, des torches un peu partout, des trucs... bon, quelque chose. Là, on a quelques scènes comme ça. D'ailleurs, c'est les plus belles scènes de l'épisode, et c'est aussi les plus lisibles. C'est les scènes où il y a du feu quelque part qui s'allume. Donc, c'est Mélisandre au début qui allume les araques des Dothraki. C'est Mélisandre encore qui allume la tranchée. C'est les trébuchets. Voilà, c'est ça. Les trébuchets qui balancent des boules de feu à l'arrière de la bataille. Pour que ce soit aussi allumé un peu au fond. Voilà, c'est tout des scènes comme ça qui sont les plus agréables à regarder finalement, parce qu'elles sont lisibles, tout simplement. Là, ce n'était pas le cas. Mais, en plus de ça, et là par contre c'est véritablement encore plus impardonnable, c'est filmé par des Parkinsoniens, et c'est monté par un mec qui a des troubles de l'attention, probablement, parce que il y a moins d'un cut, enfin plus d'un cut par seconde. C'est bordélique. Le nombre de scènes qui restent à l'écran plus de 3 secondes doit se compter sur le doigt d'une main. Alors je sais que c'est fait pour montrer un peu l'intensité de la bataille, mais du coup, on est perdu. Et alors, encore pire que ça, c'est impossible de suivre les déplacements des personnages dans l'espace parce qu'ils ne sont pas cohérents. Les personnages sont un coup ils sont à cet endroit-là du château, et puis il y a un cut, il se passe des trucs machin, puis tu reviens, puis paf, ah bah ils sont plus du tout au même endroit. Alors on sait pas comment ils s'y sont rendus, comment, pourquoi, c'est pas cohérent. Il y en a qui retournent vers l'extérieur du château. C'est un bordel, mais un bordel monstrueux. Pour vous donner un exemple de truc qui a vraiment aucun sens. Jorah est dans Winterfell. Soudain, il y a son Spider-Sense là qui lui dit « Attention, Daenerys va se faire attaquer à l'extérieur du château, va la sauver. » C'est pas réaliste, mais bon, on s'en fout. Donc, voilà, il se casse, il sort du château, il va rejoindre Daenerys. Et quand on voit la scène, du point de vue de Daenerys, quand on voit Daenerys, qui est tombée de son dragon, qui doit faire face aux marcheurs blancs, et que Jorah s'interpose pour l'aider à parer les coups et à tout ça, il vient de l'extérieur du château. Daenerys regarde Winterfell et Jorah arrive de derrière elle. Par où est-il passé? Il a fait un crochet de je sais pas combien de centaines de mètres là pour aller pisser peut-être, je ne sais pas. Ou enfin, on ne sait pas d'où il sort. On a l'impression qu'il arrive du côté des marcheurs blancs, du camp des marcheurs blancs. Il arrive de leur côté à eux. C'est débile! Pourquoi vous faites ça? C'est incompréhensible. Voilà, c'est ça. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est bordélique. Juste comme ça, pour le fun. Alors après, je pourrais parler aussi... Je pourrais me mettre un peu à... Comment dire, à ergoter un peu sur les détails, à enculer des mouches, à dire oui, non mais regardez, ils ont mis leur trébuchet devant les fantassins, et puis la charge des Dothraki, elle a vraiment aucun sens, et puis si le Viserion zombie, il est capable de détruire les murs de Winterfell avec son
quand il crache du feu, pourquoi est-ce que quand Jon se cache derrière 3 briques, il arrive à survivre au feu de Viserion. Voilà, bon, ça c'est des trucs que tu commences à pointer petit bout par petit bout, parce que l'épisode t'a pas plu en fait. C'est ça le truc. Si l'épisode est satisfaisant, le spectateur se sent pas le besoin d'aller pinailler comme ça sur des, entre guillemets, détails qui n'en sont pas en fait, mais bon. C'est des trucs qu'on peut pardonner à un bon épisode, parce qu'on n'y prête pas vraiment attention, on est pris dedans, l'intrigue est prenante, justement, c'est le mot parfait, l'intrigue est prenante, les personnages sont crédibles, les situations sont, voilà, cohérentes, donc on prête pas attention à des petits détails comme ça. Mais, forcément, si l'épisode est décevant, bah on commence à se transformer en Sherlock Holmes, et puis on analyse image par image l'épisode, parce que on est déçu, et on veut savoir pourquoi, bordel. Et c'est ça qui se passe sur internet depuis une semaine. C'est ça le délire. Donc vous avez probablement vu ces vidéos, je vais pas m'ajouter à leur voix, voilà, c'est incohérent au niveau de l'écriture. La bataille des bâtards était tout aussi incohérente au niveau de l'ordre de la bataille et tout ça, mais au moins, les enjeux étaient clairs, l'épisode était prenant, le méchant était méchant, les gentils étaient gentils, enfin voilà, c'était suffisamment simple pour que on soit tous dedans, et donc on n'a pas pinaillé comme des connards, comme on a fait à cet épisode-là, et quelque part, ça se comprend. Non, les vraies grosses déceptions viennent du fait que, à part Jorah, aucun personnage important n'est mort. Allez, je vous fais Mélisandre aussi, au passage. Allez, Jorah et Mélisandre, ok. Et à part ça, les personnages qu'on avait vus dans l'épisode précédent, tous se regrouper ensemble, être joyeux, tout ça, machin. J'avais dit dans ma critique, enfin mon analyse de l'épisode 2, que l'épisode 2 allait être l'épisode à revoir immédiatement après l'épisode 3 pour, comment dire, faire le deuil de nos personnages préférés, parce que on allait avoir forcément dans l'épisode 2 une scène positive qui allait permettre de nous rappeler d'eux en bien. Et en fait, eh ben, à part les quelques scènes avec Jorah, qui en plus sont pas les plus nombreuses et pas les plus joyeuses, il reçoit une épée de Sam et il conseille à Daenerys de garder Tyrion comme sa main. Et ben voilà, c'est tout. Il me semble pas qu'on ait vu Jorah dans d'autres scènes dans l'épisode 2. Donc c'est pas forcément le meilleur épisode à revoir pour se refaire les meilleures scènes de Jorah en fait. Et à part lui, aucun autre perso n'est mort. Enfin, il y a Ed qui est mort, mais on n'a pas eu de bonne scène avec... Enfin, ouais... Il y a eu une scène un peu rigolote avec Ed dans l'épisode précédent, mais enfin, c'est pas à lui en fait, c'était pas à lui de mourir. Là, c'était vraiment l'épisode contre le plus grand méchant de la série. Donc les sacrifices, ils auraient dû être équivalents. On aurait dû avoir des personnages d'une importance et d'une carrure similaire à celle du Roi de la Nuit. On aurait dû avoir plusieurs pertes de ce style-là dans cet épisode-là pour bien montrer la gravité de la situation. Mais c'est pas le cas. On aurait dû perdre Arya, déjà. Je suis désolé, je persiste et je signe. On aurait dû perdre Arya dans cet épisode. Arya devrait mourir, en théorie, avant la fin de la série. Ils auront pas les couilles de le faire, c'est sûr et certain. Mais elle devrait. Ce serait une manière satisfaisante de terminer son intrigue à elle. Mais ils vont pas le faire. Mais voilà, on aurait pu perdre Arya. Là, pour le coup, j'aurais dit, d'accord, le Roi de la Nuit, grosse menace. Là, bof. Moyen. On nous a fait croire que Jaime et Brienne et Sam et tous ces personnages-là, et Vergris allaient mourir en les mettant sous des piles et des piles de zombies et que normalement ils devraient être morts, mais en fait juste parce qu'on montre pas le moment où ils se prennent une épée dans le bide parce qu'on a fait un cut et qu'on montre autre chose, et ben du coup ils s'en sortent, parce qu'après une fois qu'on les refilme, ils vont bien, et puis ils se refont à nouveau ensevelir sous les morts. Super.
Quel intérêt? Pourquoi se foutre de la gueule du monde comme ça? Pourquoi est-ce que tous les personnages avaient une armure en scénarium? J'ai vu des gens déçus que le Roi de la Nuit soit mort dès l'épisode 3 et que maintenant il nous reste 3 épisodes où on va revenir à la politique, et la politique c'est chiant et tout ça, et puis c'était pas le principe de Game of Thrones et tout ça. Alors ça par contre, j'ai plusieurs choses à dire à ce sujet. Première chose, j'ai vu beaucoup de gens dire cette semaine, du coup après la diffusion de l'épisode, ouais, maintenant que le Roi de la Nuit est mort, ça veut dire que c'est Cersei la plus grosse menace sur les 7 couronnes. Non. Bah clairement pas. La plus grosse menace des 7 couronnes, c'était le Roi de la Nuit. C'est pour ça qu'ils se sont occupés de lui en premier. Et maintenant qu'il est mort, eh ben il reste 3 épisodes pour s'occuper de Cersei. Ça va, c'est pas monstrueux non plus comme temps accordé à Cersei. Et puis un des gros arguments que j'entends depuis ce début de semaine, c'est que l'objectif de Game of Thrones, c'était de faire comprendre aux différents acteurs du monde de Westeros que leur guerre était inutile et qu'il fallait qu'ils s'allient contre un ennemi commun qui était les Marcheurs Blancs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit les Marcheurs Blancs dès la première scène du premier épisode de la première saison, et que maintenant qu'ils sont morts, Game of Thrones a perdu tout son intérêt parce que ils vont retourner faire leur guerre puérile et ils auront rien appris de la situation. Oui, je peux entendre cet argument, et en même temps, j'ai du mal à imaginer, même dans les bouquins de George R. R. Martin, hein, que à la fin, quand l'armée des morts quand le problème de l'armée des morts aura été réglé, qu'il y aura juste un petit chapitre d'épilogue et que les bouquins seront finis. Ça laisserait quand même un petit goût amer dans la bouche, parce que il y a des conséquences en fait à tout ça, à l'arrivée des morts, et ça a chamboulé le jeu politique de manière assez violente, et il y a eu des alliances. Là maintenant je reparle de la série, hein, parce que dans les livres je sais pas exactement comment ça va se passer. Dans les livres il n'y a même pas de Roi de la Nuit, donc je sais pas exactement comment ça va se passer dans les bouquins, mais dans la série maintenant, il y a eu des alliances entre différentes personnes de Westeros qui, normalement, s'ils s'étaient croisés dans d'autres circonstances, auraient dû se buter, mais là, ils se sont laissés vivre parce que il fallait affronter l'armée des morts. Ok, maintenant que l'armée des morts, elle est partie, il faut régler ces intrigues-là quand même. C'est pas parce qu'ils ont accepté de s'allier pour affronter un ennemi commun que c'est fini, plus personne n'en veut à plus personne. C'est ridicule de penser ça. Maintenant que la menace est terminée, les anciennes rivalités vont ressurgir, c'est normal. Et faire l'impasse dessus me semblerait assez malhonnête. C'est un peu comme un album d'Astérix, si vous voulez. Au début des albums d'Astérix, vous avez le forgeron et le poissonnier là, qui se foutent sur la gueule, mais quand les Romains arrivent, le forgeron et le poissonnier, ils arrêtent de se battre, ils se mettent en rang devant Panoramix, ils boivent de la potion magique, ils tabassent les Romains. Une fois que les Romains sont partis, ils baillonnent Assurance Tourix, ils font le banquet, et puis une fois que le banquet est terminé, le village, il n'est pas uni pour la vie, pour toujours. Le forgeron et le poissonnier, ils continuent à se foutre sur la gueule au début du tome suivant. C'est normal. Il y a des rivalités qui peuvent être mises de côté temporairement le temps d'affronter un ennemi plus important, mais une fois que c'est fait, les rivalités reviennent, c'est normal. Donc il faut parler de ça aussi. Est-ce qu'on laisse Cersei sur le trône de fer? Daenerys, elle était quand même venue pour conquérir les 7 couronnes. Maintenant qu'elle est là, bon, elle a fait un petit détour par le nord quand même, pour être sûre qu'il restait un royaume à conquérir. Et maintenant que ça y est, elle a sauvé le royaume, elle veut sa couronne, et c'est normal. Je veux dire, on va pas... J'aurais été très étonné aussi qu'une fois l'armée des morts vaincue... Enfin, je sais pas comment ça se passe dans votre tête, en fait. Vous imaginiez que le roi de la nuit, il allait mourir à l'épisode 5, et qu'après l'épisode 6, ça allait juste être un petit épilogue où tout le monde danse autour d'un feu de camp
dans la joie et la bonne humeur, et que Daenerys veut plus tuer Jaime, et que Cersei elle reste là dans son château comme une conne, et que voilà, il y a plus de rivalité nulle part, tout le monde s'aime, tout le monde s'encule devant un feu de joie. C'est ça votre délire de l'épisode 6 de la saison 8 de Game of Thrones? C'est pas très crédible en fait. Donc voilà, moi ça ne me choque pas qu'on en revienne à la politique, je trouve ça normal. Même si, du coup, malheureusement, ça veut dire qu'on va devoir revenir à de la politique écrite par Dan et David. Oui, c'est ça, David Benioff et Daniel Weiss. Ouais, super, de la mauvaise écriture, youpi. Ça c'est triste, mais structurellement ça me choque pas. Et du coup, le rôle de l'armée des morts dans le grand jeu des trônes, ça aura été de niquer l'armée de Daenerys, parce que maintenant elle a plus de Dothraki, du tout. Ça c'est officiel. Et le nombre d'immaculés qu'elle a est quand même énormément réduit, donc maintenant elle va devoir dépendre de l'armée du Nord et de l'armée du Val et de l'armée, je ne sais pas moi, des îles de Fer, je ne sais pas, on va voir. On va voir un peu comment elle va faire. Non, les îles de Fer, elles sont plutôt du côté de Cersei en fait maintenant. Mais je ne sais pas, on va voir. On va voir ce que ça va donner. J'espère que niveau bataille on en a fini maintenant, parce que je me vois pas... Enfin, je les vois pas refaire un épisode entier de baston. À mon avis, Cersei va plutôt être achevée de manière diplomatique ou par la ruse, et genre une mission d'infiltration menée par Arya par exemple, serait plus crédible qu'une grosse bataille dans les plaines. Mais bon, en même temps, elle a acheté les services de la Compagnie Dorée et tout. Je sais pas. J'ai pas regardé la bande-annonce de l'épisode 4. J'essaye de rester le plus vierge possible avant de voir les épisodes. On a apparemment le match entre les Clegane là qui va se faire un jour. On ne sait pas trop dans quel épisode, mais un jour ça va se faire. J'ai tellement pas envie. Enfin, j'ai tellement pas hâte. Envie, je m'en fous un peu, mais c'est surtout j'ai pas hâte que ça arrive quoi. Et puis voilà. C'est vrai que c'est pas fifou hein, maintenant du coup les enjeux à Westeros, c'est juste des enjeux politiques. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ah oui, il y en a beaucoup qui sont énervés parce que c'est Arya qui a buté le roi de la nuit et pas Jon. C'est vrai que c'est assez déprimant. Surtout que si ça avait été mieux amené, on aurait pu l'accepter. Mais là, ça a vraiment été torché à la dernière minute. Ils disent que ça fait depuis la saison 5 qu'ils savent qu'ils veulent... Enfin, fin de saison 5, début de saison 6, un truc comme ça, qu'ils ont décidé que ça allait être Arya qui allait tuer le roi de la nuit pour surprendre. Voilà, c'est littéralement la seule raison. C'est pour surprendre. Sachant que là, autant George R. R. Martin leur a donné des instructions pour la fin, vraiment la fin de la série, donc j'imagine en termes politiques, de qui allait finir sur le trône de fer, qui allait finir la série en vie, qui allait mourir avant, voilà les grandes lignes, quoi. Il leur a filé les grandes lignes, mais il leur a rien dit pour le roi de la nuit, tout simplement parce que le roi de la nuit n'existe pas dans les bouquins. Cette règle stupide du si le roi de la nuit meurt, tous les autres marcheurs blancs meurent avec lui. George R. R. Martin qui déteste les clichés, il doit vraiment se taper la tête contre les murs quand il a vu que Benioff et Weiss avaient décidé d'instaurer cette règle dans Game of Thrones. Franchement, incroyable. Enfin bref. Donc voilà, ils ont quelques instructions, mais ils avaient rien sur le roi de la nuit, donc ils ont décidé que ça allait être Arya qui allait buter le roi de la nuit parce que les gens s'attendaient à ce que ce soit Jon ou éventuellement Daenerys. Certains imaginaient Jaime ou Théon, mais ils étaient beaucoup moins nombreux. Mais personne ne s'attendait à Arya, donc on va mettre Arya. Et donc c'est juste voilà, surprendre le spectateur pour le surprendre, et pas, comme le fait d'habitude George R. R. Martin, surprendre le spectateur pour démonter un code établi de la narration,
et pour leur montrer que, hey, regardez, finalement, ce que je vous propose à la place, c'est non seulement bien mieux, mais en plus bien plus logique. Et là, bah non. Parce que du coup, Jon est ressuscité pour rien, Daenerys, elle a sacrifié son armée pour que dalle, Jon et Daenerys ont servi à rien du tout dans cet épisode. C'est incroyable. C'est hallucinant. J'avais vu ça. Bran non plus. Bran, il a fait une expédition au nord, il est devenu la corneille à trois yeux, tous ses amis qui l'ont accompagné là-haut, à part Mira, sont morts. Tout ça pourquoi ? Pour que il se wargue dans un corbeau, et que il attende que le combat se termine. Super! Waouh! Incroyable! Donc ce que vous avez fait en fait, c'est que vous avez niqué des enjeux. Et les enjeux personnels des personnages les plus importants en faveur de votre idée surprenante. Voilà. Alors que Game of Thrones d'habitude surprend le spectateur pour lui proposer quelque chose de mieux que ce à quoi il s'attendait. Mais pour ça il faut du talent. Et David Benioff et Daniel Weiss n'en ont pas. C'est ça le problème. Le pire, c'est que c'est pas si nul dans l'absolu comme idée de décider de donner le kill à Arya. C'est cohérent parce que tout son arc narratif, c'est à propos de la mort, affronter la mort littéralement, et figurativement, et là du coup c'était vraiment qui d'autre représente mieux la mort que le roi de la nuit, quoi. Donc ça marche, pour elle ça marche. Et d'ailleurs, ça aurait... si le roi de la nuit existait dans les bouquins, ça pourrait être ça pourrait être vraiment un truc que George R. R. Martin écrirait, parce que c'est un peu son grand kiff. Ça réunit un peu tous ses gros kiffs. Déjà, son archétype de personnage préféré, c'est le personnage d'Arya. C'est les femmes un peu garçons manqués, limite masculines, qui sont fortes, qui se bagarrent, qui donnent des coups de pied dans les couilles de leur adversaire, voilà, c'est Brienne, c'est le même style mais plus vieille. Yara Greyjoy dans les bouquins, qui s'appelle Asha, elle s'appelle Asha dans les bouquins et Yara dans la série, c'est un personnage aussi de ce style-là. C'est vraiment son archétype préféré, et il a écrit d'autres bouquins autres que Game of Thrones, dans lesquels il y a quasiment toujours ce personnage-là. Je cite Preston Jacobs, parce que moi j'ai pas lu les autres bouquins de George R. R. Martin, mais c'est un youtubeur américain, Preston Jacobs, qui fait des vidéos sur Game of Thrones notamment, et donc qui expliquait ça, qui expliquait que l'archétype que représente Arya, c'est vraiment l'archétype préféré de George R. R. Martin, et en plus de ça, dans tous ses bouquins, il essaye d'éviter l'affrontement entre le héros et le méchant. Parfois c'est le méchant secondaire qui tue le méchant principal, parfois c'est le méchant principal qui se suicide, parfois voilà, enfin il essaye toujours de trouver des manières originales de se débarrasser de sa menace principale, en évitant de faire intervenir le héros. La figure vraiment du héros tel qu'on se l'imagine, un homme blanc avec son épée, parangon de la vertu et de la justice, tout ça. Ned Stark, en fait, ou Jon d'une certaine manière, oui, Jon aussi, un peu moins, mais voilà, c'est comme un mini Ned Stark. Cet archétype-là, George R. R. Martin, du coup, ne l'aime pas du tout, et ne lui offre jamais la satisfaction de se débarrasser de la menace principale. Donc, ces deux éléments combinés, c'est George R. R. Martinesque de faire buter le roi de la nuit par Arya. Maintenant, il y a l'art et la manière. C'est-à-dire que George R. R. Martin aurait écrit ça mieux, tout simplement. Il aurait laissé des indices en amont, il aurait donné quelque chose en contrepartie à Jon et à Daenerys à faire, parce que, en théorie, le bouquin qui s'appelle A Song of Ice and Fire, en anglais, c'est le nom qu'a la collection de bouquins de Game of Thrones en anglais, et ben c'est eux.
c'est Jon et Daenerys. Jon c'est la glace et Daenerys c'est le feu, et ensemble ils devaient s'unir pour affronter le roi de la nuit. Il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus axé prophétie dans les bouquins. Là, la prophétie, on n'en entend quasiment pas parler dans la série. Du coup, il aurait un peu changé l'objectif de la prophétie. Et en fait, Jon et Daenerys, leur objectif, c'était pas d'affronter le roi de la nuit, c'était de, je ne sais pas, insérer ici quelque chose d'autre, mais d'aussi satisfaisant, voire plus, et tout aussi logique. À lui de trouver, j'en sais rien, je m'en fous. Ça aurait été intéressant. Et à la place, du coup, c'est Arya qui bute le roi de la nuit, même s'il n'y a pas de roi de la nuit dans les bouquins. Mais ça, on saura quand les livres sortiront. En attendant, ça ne fait que mettre en lumière la bande d'incapables que sont David Benioff et Daniel Weiss, les showrunners de la série. Ai-je vraiment besoin de dire autre chose? Je ne sais pas. Je ne pense pas. La plus grosse qualité de cet épisode, finalement, c'est qu'il est tellement nul qu'il m'a donné envie de me remettre à lire les bouquins de Game of Thrones, parce que je dois avouer que je les avais un petit peu laissés de côté pour faire autre chose. J'avais toujours pas terminé le premier, alors que j'ai commencé à le lire pendant la diffusion de la saison 7, donc il y a 2 ans. Et il traînait sur ma table de nuit depuis des mois et des mois et des mois. Et il n'y avait pas moyen que je finisse la première intégrale. Et donc là, j'ai fini la première intégrale, et j'ai bien entamé la deuxième. Là, j'ai dû lire à peu près 1 millier de pages, hein, rien que cette semaine. Parce que c'est tellement mieux écrit, c'est tellement plus intéressant. Je retrouve ce qui m'avait fait aimer la série Game of Thrones à ses débuts. Et d'ailleurs, du coup, pour m'accompagner dans ma lecture, je regarde aussi les premiers épisodes des premières saisons, quoi, à peu près. J'essaye de les regarder au fur et à mesure que je lis les chapitres. Et c'est tellement mieux. Voilà. Donc finalement, j'ai passé ma semaine à lire et à regarder des épisodes de Game of Thrones qui étaient tellement mieux que celui-ci que j'avais pas envie d'en parler. Et là, j'ai même l'impression que j'en parle pas assez en détail, que je pourrais décider de développer un peu plus mon avis sur l'épisode, sur certaines scènes en particulier, genre la scène dans la bibliothèque de Arya qui n'a aucun sens. Elle était sur les remparts au début, puis maintenant elle est dans la bibliothèque, et puis on n'entend pas du tout la bataille de l'autre côté des murs, alors que ça devrait faire un boucan du diable. Et en plus de ça, t'as les morts qui se baladent dans la bibliothèque comme des personnages dans un jeu d'infiltration de merde. Et puis, avant, elle était en train de tous les massacrer sur les remparts en les butant par paquet de 12 avec sa lance. Et maintenant, elle a peur et elle décide d'y aller à l'infiltration. Ça n'a aucun sens. C'est joli, c'est bien filmé, mais ça n'a aucun sens. Je pourrais vous parler de tout ça, mais ça me saoule, en fait, ça me déprime, j'ai pas envie. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est aller lire le prochain chapitre de Tyrion, là, que j'ai laissé en suspens. C'est de regarder l'épisode 7 de la saison 2, de la saison 1, pardon, parce que c'est là que j'en suis, et que j'ai envie d'y aller, là, parce que c'est mieux, et que je pense que mon temps, il serait mieux employé, et je vous invite à faire de même. Lisez les bouquins, vraiment, 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 vraiment. Si vous avez aimé la série à ses débuts et que vous êtes un peu déçu maintenant, lisez les bouquins, je pense que c'est le meilleur remède à votre morosité. Je vais continuer de regarder les 3 épisodes restants et je vais continuer de faire des retours, mais la passion que j'y mettais quand j'ai commencé à faire des vidéos sur les épisodes de la saison 6 n'est plus là. Mais c'est pas grave! Je me suis posé comme défi de faire ces vidéos d'analyse, et je les ferai. À vous de décider si vous voulez terminer le voyage avec moi. Si vous décidiez de m'abandonner, je vous comprendrai totalement. Allez, salut. À la fois prochaine.